Par une nuit orageuse d'Halloween, un avion de ligne amorce un atterrissage de routine qui s'achèvera dans le drame. Les enquêteurs sont chargés de découvrir les événements qui ont provoqué l'écrasement de l'avion, entraînant dans la mort tous ses passagers. Par un matin brumeux dans les Rocheuses canadiennes, un pilote fait avorter sa manœuvre d'atterrissage. Dans les secondes qui suivent, l'avion à pleine vitesse s'écrase brutalement dans la forêt avoisinante. L'accident est-il dû à une défaillance mécanique ou à une erreur de jugement? Les réponses se trouvent dans les boîtes noires qui enregistrent fidèlement les dernières manœuvres et les dernières paroles de l'équipage. Grâce à ces boîtes, les enquêteurs peuvent donner un sens à cette terrible catastrophe. Après l'écrasement d'un avion, il reste la boîte noire, seul témoin du drame. Indianapolis, 31 octobre 1994. Le vol 4184 d'American Eagle s'envola par un temps pluvieux à destination de Chicago à moins de 100 km. Alors que le bimoteur arrivait à destination, les contrôleurs aériens avisèrent l'équipe de pilotage qu'ils devaient s'attendre à un délai. Une tempête féroce retardait les atterrissages à l'aéroport international O'Hare. On ordonna à l'avion d'aller survoler un secteur rural du nord-ouest de l'Indiana. Les pilotes, ayant remarqué la formation de verglas sur les ailes, activèrent leur dégivreur. Afin de stabiliser l'avion et de maintenir leur altitude, ils enclenchèrent le pilotage automatique. Les agents de bord rassuraient les passagers. Tous les autres vols ayant été retardés, ils ne rateraient pas leur correspondance. Cet aéroport, qui est un des plus gros trafics au monde, était complètement paralysé. Selon les enregistrements des annonces faites pendant le vol, le capitaine tenta de rassurer les passagers de plus en plus nerveux. L'avion attendit ainsi pendant plus de 30 minutes. À cause de la tempête, certains passagers avaient hésité à s'embarquer. Maintenant, ils étaient de plus en plus inquiets. Les transcriptions indiquent que les contrôleurs donnèrent finalement la permission au vol 4184 de commencer ses manœuvres d'atterrissage. Eagle Flight 184, should be about 10 minutes until you're cleared in. Thank you. Ce fut la dernière communication entre le vol Eagle 4184 et la tour de contrôle. Alors que l'avion commençait sa descente, quelque chose tourna mal. Plutôt que de se stabiliser à 2600 mètres comme prévu, l'avion continua à descendre en accélérant. Il plongea, franchissant tour à tour 2200, puis 2000 et 1700 mètres. À 1300 mètres d'altitude, il disparut des écrans radars. L'appareil plongea dans un champ de soya et se fracassa sous l'impact. Les sauveteurs durent lutter contre la pluie verglaçante alors qu'ils cherchaient désespérément des survivants parmi les 72 passagers et l'équipage. Ils durent finalement se rendre à l'évidence. Personne n'avait survécu. Lorsqu'un avion s'écrase aux États-Unis, il est du ressort du National Transportation Safety Board, le NTSB, d'enquêter sur les causes de l'accident. Greg Feit était l'enquêteur en chef dans le cas du vol 4184. Lorsque je me rends sur la scène d'un accident, je joue à Dick Tracy. Je tente de trouver les indices qui nous aideront à comprendre ce qui est arrivé. Le public exige des réponses et compte sur le NTSB pour les trouver rapidement. Des agents sont envoyés d'urgence sur le site. En général, ils sont les premiers à constater le désastre.
Cela peut être bouleversant. C'est très éprouvant parce qu'on marche à travers tous ces décombres et qu'on voit des images terribles, des vêtements d'enfants et des oursons. Et à la vue de tout ça, on ne peut s'empêcher d'être touché. Mais comme enquêteur, on doit demeurer objectif, contrôler ses émotions et faire son travail efficacement. Ce n'est pas toujours facile. Le soleil se leva le lendemain matin et mit à jour toute l'horreur du drame. Les cratères de l'écrasement tapissaient une ferme jadis paisible, la transformant en un champ de cadavres. Les chemins sinueux de Roseland en Indiana furent envahis par de lourds camions transportant l'équipement de sauvetage et les équipes des médias. Une équipe d'experts légistes de l'aviation fut envoyée par le NTSB. Sa mission consistait à remettre de l'ordre dans le chaos et à découvrir les raisons de l'accident. Immédiatement, notre équipe recueille toute l'information possible. Nous examinons tous les débris et nous nous assurons que les deux ailes sont là, que la queue est là et que les moteurs y sont. Les décombres étaient entièrement recouverts de carburant et présentaient un risque pour la santé des analystes. Le site fut déclaré danger biologique. Seuls ceux qui étaient revêtus d'une tenue sécuritaire eurent le droit d'y accéder. Les sauveteurs et les enquêteurs firent équipe pour découvrir d'éventuels indices dans les vestiges. Ils travaillaient côte à côte, examinant toutes les pièces. Dès que cela fut possible, on transporta les restes des corps afin de commencer le pénible processus d'identification. En tant qu'enquêteurs, nous examinions les débris physiques de l'avion, c'est-à-dire les décombres eux-mêmes. Mais le coroner, qui devait se rendre sur les lieux et chercher les corps, avait plus de mal que nous, car il n'y avait aucun corps entier. Ce n'était que des fragments. Alors il fallait que nous travaillions main dans la main, parce que les corps des victimes pouvaient recéler des indices importants. Nous examinions donc tous ces restes et j'aidai le coroner à recueillir les indices dont il avait besoin pour identifier les passagers. À mesure que les corps étaient identifiés, ils étaient remis aux familles pour être inhumés. Les familles se réconfortaient entre elles et bénéficiaient de l'aide de prêtres et de thérapeutes. Cependant, malgré la détresse des familles, les enquêteurs devaient poursuivre leur tâche. Ils ratissèrent le champ de soya à la recherche d'indices. Afin de comprendre ce qui s'était produit, ils examinèrent les décombres du haut désert et analysèrent les marques qui avaient été produites dans la terre lors de l'impact, ainsi que la façon dont les différentes parties de l'avion s'étaient dispersées. La projection des pièces leur indiquerait si elles avaient été arrachées lors de l'impact ou si elles s'étaient détachées pendant le vol, provoquant ainsi l'écrasement. En général, lorsqu'un avion tombe en ligne droite ou qu'il atterrit d'urgence, on retrouve le point d'impact initial, puis les restes de l'avion disposés en forme de V ou d'éventail. Dans le cas de ce site en particulier, nous avions un impact à une très grande vitesse et un grand angle. Nous avions donc un cratère d'impact principal, mais nous avons retrouvé la section de la queue dans un endroit inhabituel. Il est devenu évident qu'il s'agissait d'un bris lors du vol et que la queue s'était détachée avant que l'avion ne se fracasse au sol. Les enquêteurs possédaient maintenant un scénario hypothétique. Une faiblesse dans la structure avait peut-être causé le détachement de la queue pendant le vol. Mais les queues d'avion ne se détachent pas si facilement. Quelque chose avait dû provoquer le bris. Il fallait examiner plus d'éléments, recueillir plus d'informations. La tempête de cette nuit-là constituait le premier indice. Les conditions climatiques étaient idéales pour la formation de verglas. Plusieurs spécialistes croyaient qu'il avait joué un rôle important dans l'accident. Mais il était tout de même peu probable que la formation de glace sur les ailes ait pu provoquer le détachement de la queue. La seule façon de déterminer ce qui s'était réellement passé était d'examiner le contenu de la boîte noire. Une boîte noire est en fait constituée de deux boîtes, et elles ne sont pas noires mais de couleur orange, afin d'être plus faciles à repérer. L'une d'elles contient un rapport des manœuvres mécaniques de l'avion. On l'appelle l'enregistreur des données de vol. L'autre est un enregistreur ordinaire qui se trouve dans le cockpit. Il est à l'épreuve des accidents et contient toutes les conversations des pilotes.
Il enregistre aussi les alarmes, le bruit des moteurs et éventuellement l'horrible fracas d'un impact. Quelques heures seulement après l'écrasement, les boîtes furent envoyées aux quartiers généraux du NTSB à Washington pour y être analysées. Parfois, les boîtes noires fournissent des réponses claires, parfois, elles ne font qu'ajouter au mystère. Les analystes se préparèrent psychologiquement à entendre les dernières paroles des deux pilotes face à la mort. Après avoir fait attendre le vol 4184 à plus de 3000 mètres d'altitude, près de l'aéroport de O'Hare, on lui donna finalement la permission d'amorcer sa descente. Quelques secondes plus tard, l'avion s'écrasait et tuait tout le monde à bord. Les enquêteurs allaient maintenant écouter ce qui s'était dit dans le cockpit alors que l'avion entamait son plongeon fatal. Les mots de l'équipage pendant ces moments terrifiants ont été relevés des transcriptions. L'enregistrement démontrait clairement que les pilotes avaient été pris par surprise et qu'ils ignoraient qu'il y avait un problème jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. L'enregistrement suscita plus de questions qu'il n'avait fourni de réponses. Les enquêteurs n'étaient pas plus avancés. Les espoirs se tournèrent alors vers la dernière boîte, l'enregistreur des données de vol. On se préparait maintenant à analyser toutes les fonctions et défaillances mécaniques de l'appareil. C'est Doug Brazee, expert au NTSB, qui fut chargé d'extraire et de décoder les données informatiques. Ces données varient selon l'âge et le type d'avion dans lequel se trouve la boîte noire. Celle du vol 4184 surveillait environ 100 fonctions mécaniques. Brazee téléchargea les données dans son ordinateur et utilisa des logiciels qui traduisaient l'information encodée. L'ordinateur classa ensuite ces informations sous forme de chartes et de graphiques. Ces graphiques décrivaient les manœuvres du pilote et la réponse de l'appareil juste avant son écrasement. On juxtaposa ces graphiques afin de comprendre leur interaction. Lors des analyses, Brazee constata que l'avion avait été déstabilisé par un événement soudain. Afin de découvrir la nature de cet événement, il créa une version animée de l'accident. Il est très difficile d'établir le sens du temps et de la vitesse où tout s'est déroulé en observant des chiffres et des graphiques. Or, l'animation nous permet de saisir la séquence de ce qui s'est passé avant et pendant l'accident. L'animation combine toutes les fonctions de l'avion en un modèle que les enquêteurs peuvent ensuite visionner. Tout avait commencé lorsque l'avion avait amorcé sa descente à 3000 mètres. Le pilotage automatique se désenclencha sans avertissement. Les volets sur les ailerons se soulevèrent soudainement et l'avion vira violemment sur sa droite. Les pilotes s'emparèrent des contrôles et tentèrent de reprendre leur position, mais la vitesse était trop grande. Les contrôles leur échappèrent des mains et le nez de l'avion piqua droit vers le sol. L'avion traversa les nuages et la vue du sol emplit soudain le pare-brise de la cabine de pilotage. Il fonçait à 640 km/h. Les pilotes tentèrent désespérément de remonter le nez, mais la tension qui en résulta était trop forte pour la structure. La queue s'arracha juste avant que l'avion ne s'écrase au sol. L'animation clarifiait la séquence des événements. L'avion était en vol lorsqu'il a viré initialement de 77 degrés et que le nez a plongé vers le bas. Le copilote a pu corriger légèrement, mais alors qu'il remontait le nez, l'avion a tournoyé à nouveau sur 360 degrés. Le nez a replongé et l'avion a viré encore de 140 degrés, jusqu'à ce que le copilote arrive à stopper le mouvement.
La position perpendiculaire de l'avion, combinée aux efforts pour le remonter, a causé une trop grande pression aérodynamique sur la queue, qui s'est littéralement arrachée et a été propulsée au point le plus éloigné du site. L'avion a ensuite plongé et s'est fracassé au sol. Getting slingshotted to the furthest point in the wreckage area. Il était maintenant évident que l'écrasement n'avait pas été causé par le bris de la queue pendant le vol. Il ne restait que l'hypothèse du verglas comme cause probable de l'écrasement. Mais l'accumulation de verglas est un phénomène graduel dont l'apparition pourrait difficilement provoquer un accident aussi soudain. Qu'est-ce qui avait pu faire accélérer si brutalement l'avion et provoquer ainsi son écrasement? Savoir comment vole un avion permet parfois de mieux comprendre pourquoi il peut s'écraser. À l'université Embry-Riddle de Prescott, en Arizona, des chercheurs utilisent des corridors de vent pour démontrer les lois de l'aérodynamique. Ici, les forces du vent sont rendues visibles, ce qui permet de comprendre les principes de base d'un vol. Plus l'air passe rapidement sur une surface, plus la pression est légère. L'air du dessous est plus lent et pousse l'appareil vers le haut. L'ingénieur en aérospatial Richard Felton nous en démontre les principes à l'aide d'une expérience très simple. Laissez-moi vous démontrer à l'aide d'une feuille de papier. Je vais souffler sur le dessus de la feuille sans rien créer en dessous. Il n'y a pas de truc de magie là-dedans. Et comme vous le voyez, le papier se soulève. Les ailes ne sont pas plates comme une feuille de papier, mais elles réagissent de la même façon. L'air circule plus vite sur le dessus arrondi de l'aile car il couvre une plus grande surface. Il est impératif cependant que la surface du dessus soit parfaitement lisse et que rien ne vienne déranger le courant d'air. S'il est perturbé, l'aile perd la pression qui soulève l'avion. Tout objet étranger sur les ailes perturbe ce courant d'air. Par exemple, la glace peut se former et se briser, laissant des angles irréguliers. Ces angles peuvent provoquer assez de turbulences pour faire s'écraser un avion. Le vol 4184 était un avion de la série ATR-72. Les enquêteurs de Roseland découvrirent que ces avions avaient déjà eu des problèmes de verglas par le passé. Pourtant, la boîte noire démontrait que le système de dégivrage fonctionnait normalement. Les enquêteurs apprirent alors l'existence d'un phénomène météorologique plus rare, la formation de gouttes de pluie verglaçantes d'une taille supérieure à la normale. Une vérification auprès de météorologues leur confirma que les conditions de cette nuit d'Halloween étaient idéales pour l'apparition de ce genre de phénomène. Mais était-ce vraiment ce qui s'était produit ? Pour le vérifier, les fabricants des ATR se rendirent dans le désert de Mojave en Californie pour y recréer exactement les mêmes conditions météorologiques. Lors d'une expérience appelée le test de l'avion ravitailleur, un jet modifié de l'armée de l'air américaine projeta un nuage verglaçant de 2,50 m de largeur. Un avion identique à l'ATR de Roseland pénétra dans le nuage. Les gouttes d'eau verglaçantes avaient été teintes en jaune afin que les analystes puissent voir la formation de glace sur le nez et les ailes. Pour éviter un accident éventuel, les pilotes d'essai volaient à très haute altitude, ce qui leur laissait suffisamment de temps pour se replacer ou s'éjecter si cela s'avérait nécessaire. Au début, on n'envoya que de la pluie verglaçante normale. Les petites gouttes d'eau gelèrent dès qu'elles atteignirent le devant des ailes et les dégivreurs firent fondre la glace. On envoya ensuite le nuage de grosses gouttes d'eau verglaçantes. Lorsque les gouttes d'eau atteignirent les ailes, elles ne gelèrent pas immédiatement, mais se répandirent plutôt sur le dessus des ailes, hors de la portée des dégivreurs. On venait de remettre les derniers morceaux du casse-tête en place. Normalement, lorsqu'une aile est libre de tout obstacle, les vents glissent doucement sur le dessus et le dessous.
Mais dans le cas de Roseland, lorsque nous avions cette crête de glace qui est représentée par ce triangle, le courant d'air était perturbé. Lorsque le vent revenait sur le haut de l'aile, nous sentions une forte turbulence, telle qu'indiquée par ce diagramme. Cette turbulence a créé un système de basse pression. Les ailerons sont passés d'une position neutre à une position de déflexion maximale de 14 degrés en un quart de seconde. Les enquêteurs savaient enfin exactement ce qui était arrivé cette nuit-là et pourquoi. Les pilotes volaient au-dessus des champs et discutaient. Le pilotage automatique était enclenché. Ils croyaient que tout allait bien, mais ils ignoraient qu'un amas de glace était en train de se former derrière les dégivreurs. Alors qu'ils commençaient leur descente, des morceaux de glace se détachèrent. La crête qui restait était acérée et irrégulière et provoqua les turbulences. Ces turbulences créèrent un puissant système de basse pression qui agissait comme un vacuum, en tirant littéralement les ailerons vers le haut et en faisant tournoyer l'avion. Les tentatives pour rééquilibrer l'appareil firent s'arracher la queue. L'avion plongea ensuite droit vers le sol. Après, on n'entendit plus que la pluie tomber, puis le bruit des sirènes dans la nuit. Le cratère du champ de soya de Roseland en Indiana est une cicatrice qu'on ne pourra jamais effacer. Mais les efforts des enquêteurs du NTSB n'ont pas été vains. Grâce à eux, le système de dégivrage des avions de modèle ATR a été repensé et s'étend maintenant plus loin vers l'arrière de l'aile. Quant aux pilotes d'ATR, ils sont dorénavant entraînés à voler dans des conditions verglaçantes. Le travail du NTSB a permis de réduire les probabilités qu'un accident similaire ne se reproduise à nouveau. L'écrasement d'un avion est toujours provoqué par la combinaison de plusieurs facteurs. Certains proviennent de l'avion, d'autres de la température et d'autres parfois du pilote lui-même. Au Canada, des enquêteurs ont également tenté de comprendre quel problème avait provoqué l'écrasement d'un turbo 19 places. Les montagnes de la Colombie-Britannique sont probablement parmi les plus belles de l'Amérique du Nord, mais elles peuvent être sournoises pour les pilotes qui les survolent. En 1989, 2 jeunes pilotes de la Skylink Airlines transportaient 5 passagers dans un turbo 19 places de Vancouver en direction de Terrace, à moins de 150 km. Ils avaient déjà fait le voyage des dizaines de fois et étaient familiers avec l'épaisse brume matinale de la région. Ce matin du 26 septembre, la journée commençait comme d'habitude. Juste avant que le vol 70 n'entame sa descente sur la piste d'atterrissage, un brouillard de 100 mètres d'épaisseur camoufla l'aéroport, rendant la visibilité quasi nulle. Le pilote s'attendait à tout moment à voir apparaître des lumières à travers le brouillard, mais il ne vit rien. Alors qu'il s'apprêtait à atterrir, il eut une hésitation et fit avorter prudemment la manœuvre. Lors de sa remontée, des cimes d'arbres apparurent soudainement dans le brouillard. L'avion laboura les arbres, tournoya et prit feu. Les pilotes et les passagers furent tués sur le coup. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada assigna des enquêteurs afin de découvrir les raisons de cette catastrophe. Des arbres s'étaient effondrés sur le fuselage. Une des ailes était déchiquetée, la cabine écrasée, le cockpit entièrement éventré, exposant quantité de fils, câbles et circuits. La force de l'impact avait arraché les propulseurs. On dut chercher pendant des jours les pièces éparpillées dans la forêt. Mais l'analyse des décombres serait encore plus laborieuse. C'est une spécialité légiste très exigeante. L'enquêteur en chef Roger Ayotte se souvient de la scène.
L'avion s'était écrasé à quelques 500 mètres de l'aéroport et le site lui-même n'était pas particulièrement grand. L'avion avait percuté le sol à une grande vitesse et il était considérablement détruit. Lorsque nous sommes arrivés sur le site, ce n'était pas évident de savoir quel avait été le problème. Lors de l'analyse des décombres, nous avons réalisé qu'en fait, l'avion s'était écrasé sur le dos parce que la position des moteurs était inversée. Ayotte et son équipe conclurent que la brume avait peut-être joué un rôle, mais un rôle mineur. Les pilotes avaient trop d'expérience et la collision avait été trop rapide, trop violente. La dévastation trop complète. À travers les décombres calcinés, ils localisèrent les boîtes noires toujours vissées dans la queue. Leur couleur orange était camouflée sous une épaisse couche de suie. Peut-être recelaient-elles des réponses. Les boîtes furent envoyées au bureau de la sécurité des transports à Ottawa pour y être analysées. Au laboratoire, l'expert Michael Poole et l'informaticien Bob Hoyle furent sidérés par ce qu'ils découvrirent. L'enregistreur de données de vol aurait dû être un appareil électronique qui enregistrait les fonctions mécaniques de l'avion sur un ruban magnétique ou un microprocesseur. La boîte noire qu'ils découvrirent à la place était un modèle datant de 1951, modèle interdit depuis longtemps dans plusieurs pays. Plutôt qu'un circuit électronique, la boîte était équipée d'un stylet qui gravait l'information sur un rouleau d'aluminium. L'enregistreur de données de vol de cet avion était un vieux modèle. C'était un appareil avec une feuille d'aluminium sur laquelle étaient inscrits 5 paramètres, et l'un des plus importants ne fonctionnait pas. Nous n'avions donc que 4 paramètres, alors qu'aujourd'hui, dans les avions modernes, nous en avons 5 à 600 par seconde. La différence était énorme. Nous disposions donc d'un enregistreur de données de vol très limité. La résolution de l'information sur cet enregistreur était également pauvre, et il était très difficile d'en extraire l'information. À ses débuts, l'enregistreur à feuille d'aluminium était avant-gardiste parce qu'il résistait à l'impact et au feu. Maintenant, sa mécanique primitive mettait en péril l'aboutissement de l'enquête. Afin de trouver quelque sens aux gravures d'aluminium, Hoyle téléchargea son image dans un ordinateur. Peut-être la technologie moderne lui donnerait-elle un coup de main. Hoyle arriva à nettoyer et rehausser suffisamment la définition des gravures pour les interpréter. L'enregistreur de données démontrait que l'avion avait foncé droit dans les arbres à près de 100 km/h. Mais, fait étrange, une des gravures indiquait une augmentation soudaine de vitesse juste avant que l'avion ne s'écrase. L'information était incomplète et contradictoire. Pourquoi l'avion, après qu'on ait fait avorter sa manœuvre d'atterrissage, avait-il plongé ainsi? Poole et ses collègues se tournèrent vers l'enregistreur de la cabine de pilotage, où ils découvrirent de nouvelles contradictions. Le pilote avisait le copilote qu'il allait faire avorter l'atterrissage, faire demi-tour et recommencer. Sur le ruban, en bruit de fond, les moteurs tournaient à plein régime, ce qui était logique puisqu'ils remontaient. Ce qui l'était moins était l'échange qu'avaient eu le pilote et le copilote. Les transcriptions indiquent que le copilote prévenait son commandant que l'avion perdait de l'altitude. Descending. Okay. Descending. À l'écoute de l'enregistrement, c'était intriguant parce que les pilotes avaient raté leur approche et ils amorçaient un demi-tour. On pouvait entendre le bruit des moteurs augmenter. Ils remontaient leur train, leur volet. Ils commençaient à remonter et on ne sait pour quelle raison, l'avion est passé d'une montée à une descente et s'est écrasé rapidement. C'était donc fort étrange. Et nous nous sommes concentrés là-dessus. Pourquoi cet avion était-il passé d'une ascension à une descente pour s'écraser ainsi? Les boîtes noires n'avaient pas solutionné le problème. Elles ne contenaient pas l'information que Poole espérait y trouver. Il transmit la mauvaise nouvelle à ses collaborateurs.
Le manque d'informations devrait être comblé. Une équipe d'une dizaine de spécialistes légistes commença un minutieux travail de détective à l'ancienne. Heureusement, ils disposaient d'un arsenal d'outils modernes pour les assister. La première étape consistait à établir si le moteur de l'avion avait une défaillance. Pour répondre à cette question, on fit appel au spécialiste en ingénierie John Garstang. Lors de l'enquête de cet écrasement, nous avons constaté que le moteur droit était très endommagé et même désagrégé. Pour savoir si ces dommages s'étaient produits pendant le vol ou après l'impact, nous devions comprendre comment l'avion avait été détruit. Nous avons donc utilisé l'information que nous donnaient les arbres afin de déterminer le déroulement des événements. Garstang est le genre de spécialiste qui peut trouver des indices là où personne d'autre ne pourrait les trouver, comme sur la cime des arbres. Il installa une caméra stéréoscopique sur un hélicoptère et prit des photos tridimensionnelles des arbres endommagés. Il se servit de ces clichés pour déterminer l'angle de l'avion au moment où il avait foncé sur les arbres. Voici le site de l'écrasement. Les points rouges sont des morceaux de l'avion. L'appareil a commencé à descendre dans la forêt, ici. Tous les points noirs sont des arbres qui ont été endommagés. La plupart ont eu la cime coupée par l'avion. Il créa ensuite une maquette de la trajectoire de l'avion. La maquette démontrait que l'avion était de niveau lorsqu'il avait écimé les arbres. Les deux moteurs étaient en place et équilibraient l'avion. Son renversement ne s'était produit qu'au moment où il avait percuté les arbres. Garstang en conclua que les moteurs étaient toujours en place lors de l'impact. Maintenant, il lui faudrait vérifier leur fonctionnement. Les mouvements irréguliers de l'avion indiquaient peut-être un problème de moteur, mais l'enregistreur de données n'avait pas fourni l'information dont Garstang avait besoin pour le vérifier. Il trouva un moyen astucieux pour reconstituer les derniers mouvements de l'avion. Il dressa un plan sur lequel il ajouta l'emplacement des témoins qui avaient vu l'accident. Nous nous sommes servis de l'emplacement des témoins qui se trouvaient au sol, à l'endroit où ils étaient lorsqu'ils ont entendu ou vu l'accident. Et par triangulation, nous avons déterminé que le chemin emprunté formait un arc, comme ceci. L'avion s'est approché de l'aéroport dans cette direction pour finalement s'écraser là. Les témoins déclarèrent que l'avion ne semblait pas avoir de problème et donnèrent ainsi à Garstang une autre précieuse information. Au début, les témoins nous ont dit qu'ils avaient entendu un changement dans le bruit des moteurs. Nous nous sommes demandé si l'avion avait eu un problème de moteur ou de propulsion. Comme il nous manquait des pièces sur le site même et que le moteur droit était effectivement endommagé, nous nous sommes concentrés là-dessus pour vérifier si c'était bien le cas. L'écrasement des petits avions est souvent lié à des ennuis de moteur. L'analyste en chef Bill Taylor disséqua ce qui en restait afin de vérifier cette hypothèse. Quand on démonte entièrement un moteur pour l'analyser, il y a 2 ou 3 choses que nous recherchons. Premièrement, nous voulons savoir s'il s'agit d'un problème mécanique. C'est ce qui est le plus apparent, le plus évident et le plus facile à découvrir. Deuxièmement, nous analysons le niveau de puissance. C'est très utile de savoir si l'avion volait à plein gaz, à basse vitesse ou s'il était au neutre. Cela nous indique avec quoi les pilotes devaient composer à ce moment précis. Si les moteurs étaient à plein régime au moment de l'accident, les pièces rotatives qui se trouvaient à l'intérieur porteraient forcément des marques. Les profondes marques laissées par les pièces rotatives indiquaient effectivement que les moteurs fonctionnaient à plein régime. La grande quantité de terre et de débris à l'intérieur le confirmait. Taylor en conclut qu'il fonctionnait parfaitement et que le bruit discontinu entendu par les témoins correspondait probablement au soubresaut de l'avion sur un terrain inégal. Il devrait chercher ses réponses ailleurs. Il vérifia le train d'atterrissage, mais ce dernier fonctionnait parfaitement lui aussi.
Il était complètement rétracté lors de l'écrasement, ce qui était en accord avec la manœuvre d'atterrissage avortée. Jusqu'ici, l'avion semblait en parfait état de marche. Il n'y avait pas d'autres indices. Les enquêteurs étaient coincés. Le pilote avait-il une raison qui l'avait poussé à atterrir rapidement et à prendre de tels risques? Manquait-il de carburant? Garstang se servit de photographies à l'infrarouge pour le vérifier. Ici à gauche, voici une photo traditionnelle de la forêt et à droite une photo à infrarouge. Sur une photographie conventionnelle, le carburant se confond aux ombres, mais le film infrarouge le fait ressortir sous forme de taches noires. Les données obtenues sur le poids et l'équilibre nous ont donné une bonne idée de la quantité d'essence qui restait. Cela a été confirmé par la photographie à infrarouge. Nous avons la marque sur le sol, ici, qui a été faite par l'aile droite, et on peut voir un endroit décoloré où l'essence a été renversée. Il y a eu un feu et des branches ont été brisées. Les photographies démontraient que l'avion avait beaucoup de carburant lorsqu'il était arrivé à l'aéroport. Les enquêteurs se retrouvaient à nouveau dans une impasse. Tout portait à croire que le vol 70 n'aurait jamais dû s'écraser. Pourtant, c'est ce qui était arrivé. Les enquêteurs devaient absolument en découvrir la cause s'ils voulaient empêcher qu'un tel accident ne se reproduise à nouveau. La même question revenait sur le tapis. Pourquoi, après avoir fait avorter sa manœuvre d'atterrissage, le pilote avait-il amorcé une ascension pour ensuite plonger ainsi? L'ingénieur Jim Foots vérifia le fonctionnement des instruments de navigation. Peut-être était-il déréglé. Nous analysons les instruments, d'abord les cadrans, puis les mécanismes internes, parce que tous les enregistreurs de données de vol n'enregistrent pas tous les paramètres. Nous pouvons donc analyser les surfaces des cadrans et analyser les coups donnés par l'aiguille, les dommages au train d'atterrissage, et ils nous indiqueront ce qui se passait lors de l'impact. Si l'impact est important, l'aiguille frappera le cadran et y imprimera une marque. Même si l'aiguille tombait, la marque serait toujours là. Presque tous les instruments avaient été complètement détruits. Il ne restait que l'altimètre et les données qu'il montrait étaient justes. Le pilote savait probablement à quelle altitude il se trouvait. Encore une fois, la solution échappait aux enquêteurs. Foots eut alors une autre idée. Si l'avion allait vers le bas, un système d'alarme aurait dû alerter le pilote, à moins que ce système n'ait été défectueux. Il porta son attention sur les voyants lumineux. Les filaments d'une ampoule peuvent parfois donner de précieuses indications. Nous analysons les ampoules, même si l'avion est muni d'un enregistreur de données. Si cet enregistreur nous indique un problème ou un avertissement, nous pouvons ensuite analyser les ampoules et constater que celles-ci étaient allumées et que le pilote a bien reçu l'avertissement. Une ampoule qui éclate lorsqu'elle est allumée réagit différemment d'une ampoule éteinte. Il est très facile pour l'œil averti de constater la différence. Nous analysons les filaments des ampoules. Nous regardons s'ils sont déformés. Comme vous pouvez le voir ici, le filament est déroulé complètement, ce qui indique qu'il était chaud ou allumé quand il a subi l'impact, contrairement à l'ampoule qui était éteinte ou froide lors de l'impact et dont le filament n'aura qu'une petite marque. Foots découvrit qu'aucun des 37 voyants lumineux réchappés du vol 70 n'était allumé. Mais cela ne signifiait pas nécessairement que tout fonctionnait parfaitement. Les enquêteurs retournèrent à l'analyse de la position de l'avion à la recherche de nouveaux indices. Après sa manœuvre d'atterrissage avortée, le nez de l'avion était-il trop relevé? Si la position de l'avion est trop verticale, l'air ne glisse plus facilement sur les ailes. L'avion s'arrête et s'écrase. Pour découvrir si l'avion du vol 70 avait décroché, les enquêteurs devaient prendre la place du pilote.
Quoi qu'il fût arrivé au vol 70 de la Skylink, les pilotes n'avaient pas eu d'avertissement. Les analystes devaient maintenant tenter de reconstituer l'accident. Il est reconnu que le système d'empêchement de décrochage sur ce type d'avion est impitoyable. Il ne donne pas d'avertissement clair avant le décrochage. À basse altitude, le laps de temps entre le décrochage et l'écrasement, entre la vie et la mort, n'est qu'une question de secondes. Pour découvrir si le moteur ou l'angle de l'avion avait pu causer un décrochage, les chercheurs devaient reconstituer ces derniers moments. Pour ce faire, ils utiliseraient un simulateur de vol. Ils y téléchargèrent toutes les données dont ils disposaient ainsi que les commandes données par le pilote lors de l'enregistrement. Le simulateur combinerait ces indices et recréerait approximativement la position de l'avion. Nous connaissions l'altitude et la vitesse de l'avion au début de l'approche ratée. Nous savions aussi qu'ils avaient augmenté la puissance lors de la rétractation du train d'atterrissage et des volets. Nous pouvions donc nous installer dans le simulateur, utiliser les paramètres de l'enregistreur de données et le faire voler selon ces facteurs afin de déterminer quelle était l'inclinaison de l'appareil. Si l'avion avait été trop à la verticale, il aurait décroché avant de s'écraser. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Le test du simulateur démontra que l'angle était parfait. On devait éliminer l'hypothèse du décrochage ou d'une défaillance du système d'avertissement. Après leur examen minutieux de l'avion, depuis le nez jusqu'à la queue, les enquêteurs durent carrément éliminer l'hypothèse d'un problème mécanique. Il ne restait plus qu'un endroit où chercher des réponses, et c'était dans la tête même du pilote. C'est ce que fit Roger Ayotte. Une fois que nous avons éliminé la possibilité d'un problème mécanique de l'avion, quelques mois après le début de l'enquête, nous avons pu concentrer nos efforts sur le côté opérationnel et le facteur humain. Le pilote du vol 70 était-il désorienté à cause de la brume? Pour se représenter ce qu'il avait vécu, Mike Poole réunit toutes les données et créa une version animée du vol. En parallèle, il créa un avion illusoire qui représentait la perception du pilote. Voici l'ordre des faits pendant l'approche ratée. Il demande que soit remonté le train d'atterrissage. Le train est sélectionné. Il demande qu'on remonte les volets et le copilote ne les remonte qu'à demi. Aveuglé par la brume, incapable de voir la piste d'atterrissage, le pilote cherche des points de repère par son hublot. Il est si occupé à s'orienter qu'il néglige de regarder ses cadrans ou de tenir compte des inquiétudes de son copilote. Nous croyons qu'il ajustait ses manettes. Il n'était peut-être pas familier avec son indicateur d'horizon. Il était dans la brume, un peu perdu, quant à savoir où se trouvait la piste. Était-elle à droite? Était-elle à gauche? Tous ces facteurs ont pu le distraire de la tâche de surveiller ses instruments. L'animation confirma que le pilote avait bel et bien confondu le haut et le bas. Cette confusion s'appelle une illusion somatographique. Elle se produit lorsque les pilotes sont privés de repères visuels et doivent se fier à leur instinct. Le corps humain ne peut distinguer la différence entre une force dans l'estomac qui pousse contre un fauteuil à cause de la pression lors de l'accélération, par exemple, et l'effet de gravité qui nous cale au siège lorsqu'on décolle. Mais même si le pilote était victime d'une illusion, les conséquences furent bien réelles. Les enquêteurs retournèrent dans le simulateur afin de reconstituer cette illusion. Le simulateur est un excellent endroit pour effectuer ce genre de test parce qu'il a été construit expressément pour tromper l'œil et l'esprit. Un simulateur de vol est situé dans un édifice, donc de toute évidence, on n'atterrit pas réellement sur une piste. Mais c'est pourtant exactement ce qu'on ressent. Pour obtenir cet effet, le simulateur renverse votre dos dans le fauteuil et vous ressentez la force de gravité. Vous avez la sensation d'accélérer sur la piste. Le simulateur joue également avec vos sens.
en maintenant un horizon stable devant vous. Vos yeux voient que l'horizon est de niveau, et c'est ce qu'on appelle une illusion somatographique. Roger Ayotte embarqua à bord du faux vol 70. On avait téléchargé toutes les données et la ligne d'horizon avait été supprimée. Il ressentait exactement ce que le pilote avait ressenti, mais volait en concordance avec les règlements de vol aux instruments, c'est-à-dire en se basant entièrement sur ses instruments de bord pour connaître la position de son avion par rapport au sol. Voici la même approche, mais en concordance avec les règles de vol aux instruments. Comme vous pouvez le voir, nous ne disposons d'aucune référence visuelle à l'extérieur du cockpit. Sans l'apport d'aucun repère visuel, Ayotte était incapable de sentir s'il allait vers le haut ou vers le bas, mais les appareils lui indiquaient qu'il fonçait droit vers le sol. Le vol simulé prouvait que le pilote avait bel et bien été victime d'une illusion. On peut voler en se fiant à son instinct, mais jusqu'à un certain point, et lorsque tout va bien. Cela se fait souvent. Mais lorsqu'on doit se fier uniquement à ces outils de navigation parce qu'on est dans un nuage ou dans la brume, nous ne disposons pas des repères visuels habituels. Les forces de la physique peuvent parfois jouer des tours à l'esprit. C'est l'oreille interne qui régit l'équilibre et nous indique comment nous tenir, mais elle travaille de pair avec les yeux. Il est extrêmement difficile de contrer l'instinct qu'a l'homme de se fier à sa vision, mais grâce à sa volonté, le pilote doit rester fidèle à ses instruments et dominer son corps avec son esprit. Malheureusement, le pilote du vol 70 n'était pas conscient de ce danger. Un réseau de systèmes complexe est indispensable pour faire voler un avion et une suite de circonstances sont nécessaires pour le faire s'écraser. Ainsi, dans les cas de Roseland en Indiana et Terrace en Colombie-Britannique, plusieurs facteurs ont contribué à l'écrasement de l'avion, tuant passagers et équipages. À bord de ces avions se trouvaient les indispensables boîtes noires. Grâce à l'ingéniosité humaine, ces témoins indestructibles aident à diagnostiquer faiblesses mécaniques et erreurs humaines. Les boîtes noires survivent aux écrasements et contribuent ainsi à sauver des vies.